J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je sais même plus si je peux faire des vidéos encore aujourd'hui. Mais bon, ça va nous revenir, n'est-ce pas? Mes chers amis, bonjour mes chers amis, c'est extraordinaire de vous retrouver, je suis tellement content. Ça, c'est YouTube. YouTube, je sais pas, c'est quelque chose qui est... C'est fantastique. Il y a vraiment... il y a vraiment deux mondes. Il y a YouTube et il y a le reste du monde. Voilà, c'est génial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de tout un tas de trucs hyper intéressants. Mais avant, comme d'habitude, le générique, s'il vous plaît. Ah, mes chers amis. Mes chers amis internautes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet tellement important et qui me tient à cœur. Comme d'hab, en fait. Du coup, il s'agit de l'écriture de films. On aime tous le cinéma. Je pense qu'on aime tous aller au cinéma. On a tous envie de retourner au cinéma et de profiter des aventures de nos héros favoris sur le grand écran. Mais savons-nous tous comment on écrit un film et comment on fait ressortir sur le grand écran les aventures de ces personnages et de leurs troubles intérieurs, de les rendre accessibles à un spectateur de manière visuelle? Il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui qui parlent de cinéma sur YouTube, enfin il y en a en tout cas un certain nombre, mais je pense que je peux ajouter ma touche personnelle sur un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément étudiées de manière spécifique sur YouTube. Comment on écrit un film ? Comment on écrit un scénario de film ? Alors, il se trouve que le cinéma est un médium particulier. Un film n'est pas un roman, un film n'est pas un poème, un film n'est pas un morceau de musique, c'est un médium à part entière, et le scénario du film n'est pas le film, mais bien une idée de ce que le film va être. C'est pour ça qu'un scénario génial peut donner un film absolument horrible, et un scénario potable peut donner un film grandiose. Parce que la mise en scène, c'est le cœur du cinéma. Il n'y a pas entre... Enfin, le cinéma ne se divise pas entre un scénario, un script, et puis des personnages à l'écran. Enfin, c'est la mise en scène qui est vraiment le cœur de ce qui se passe au cinéma. Mais pour avoir une bonne mise en scène, il faut déjà avoir un script, qui étudie, qui explore un certain nombre d'histoires, un certain nombre d'états intérieurs des personnages et qui arrive à les faire ressortir à l'écran. Alors, il existe quelques livres sur l'écriture de scénario que je vous mettrai en description. Mais en gros, pour faire un résumé, un bon scénario, c'est un scénario qui arrive à rendre alors là, je vais vous parler un peu de dramaturgie, mais c'est un scénario qui arrive à rendre les états intérieurs d'un personnage à un moment paroxystique de sa vie. C'est ce qu'on appelle le climax en anglais. Et du coup, d'arriver à nous donner cette tranche de vie qui est un peu le maximum d'intensité que va vivre le personnage au cours de sa vie, ou en tout cas au cours de cette partie de vie qui est celle qu'il vit au cinéma. Voilà, c'est très clair, mes phrases sont parfaitement claires. Du coup, le scénariste doit nous rendre ça sous la forme d'un arc. Ce qu'on appelle un arc du personnage, c'est ce qui fait que le personnage part d'un certain point et arrive à un autre point. Alors, il part d'un certain point à un niveau social, à un niveau financier, à un niveau émotionnel, à un niveau affectif, et il va arriver à la fin du film sur un autre état émotionnel, un autre état affectif, et un autre état dans sa relation avec le monde qui l'entoure. Il est très important que le personnage qui est au centre de l'intrigue, le héros, pour ainsi dire, soit l'objet d'un parcours. Il n'est pas impossible, c'est pas complètement probable, mais il n'est pas impossible qu'un scénario de film où le héros arrive exactement au même endroit, ou se trouve exactement au même endroit à la fin du film qu'au début, est probablement un mauvais scénario. On peut tout faire, la mise en scène peut faire des miracles, mais un bon scénario, normalement, doit nous faire ressentir le parcours d'un personnage.
qui va quelque part. Et qui va quelque part selon un chemin, selon un certain nombre d'étapes, qui vont l'amener à se remettre en question et à changer, en fait. Si le personnage principal ne change pas, ça veut dire que l'intrigue ne va nulle part, ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire racontée, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de pression sur le réalisateur pour faire une mise en scène qui soit cohérente, et qui raconte en elle-même quelque chose, bien que le scénario ne raconte pas quelque chose. Comment cela se déroule? Eh bien, tout ce que je dis là va prendre racine dans des histoires de dramaturgie, de la tragédie grecque, évidemment. On pense à la tragédie grecque qui a été inspirée par Aristote, mais pas seulement par Aristote, qui a été déterminante dans ce genre de réflexion. Il y a aussi un livre que j'ai ici, Joseph Campbell, le héros aux mille visages, qui va expliquer pourquoi et comment les grands mythes d'Europe, d'Inde et de l'Asie sont des mythes qui reposent sur les mêmes étapes d'un parcours qui sera le parcours du héros. Et que bien que ce héros prendra tout un certain nombre de visages différents au cours de l'histoire et des cultures, son cheminement restera le même. Par exemple, il y a toujours un passage du parcours du héros qui s'appelle l'appel de l'aventure. Il faut qu'à un moment donné, le héros soit dans une situation initiale relativement confortable pour lui, et puis qu'il y ait un appel, c'est-à-dire un changement, une perturbation, qui l'amène à remettre en question le status quo et à partir à l'aventure. Donc par exemple, le héros, on peut imaginer un héros qui vit dans un petit village et puis qu'un jour, son père ou son grand-père est atteint d'une maladie grave et que par conséquent, il quitte le village pour trouver le remède qui va lui permettre de sauver son grand-père. Ça, c'est l'appel de l'aventure. Donc, le héros part à l'aventure. Il peut refuser l'appel de l'aventure au début, mais pour que l'histoire ait lieu, il faut qu'à un moment donné, le héros se décide à accomplir un parcours qui va l'amener effectivement dans des lieux géographiques différents, mais évidemment, comme on l'a dit, dans des états intérieurs différents. Il faut que dans toute histoire, dans toute bonne histoire, on va trouver, je dis il faut, mais c'est pas il faut, c'est dans toute bonne histoire, il est très probable qu'on va trouver une étape qui correspond à l'entrée dans la caverne. Pardon. Le héros va rentrer dans une antichambre, dans un espace sombre qui va correspondre à sa transformation, dont il va ressortir changé et transformé. C'est quelque chose qu'on va retrouver... c'est quelque chose qu'on va retrouver, j'ai pas d'exemple, mais je pense qu'on peut assez facilement trouver des exemples dans les grands mythes. Il va se passer un moment où le héros va mourir, où il va y avoir une période de son parcours qui va correspondre à la mort. Il va pas forcément physiquement mourir, mais il va être comme mort en fait, avant de repartir et de se réveiller, de repartir au combat et là de triompher. Ces différentes étapes sont assez réglées, donc on pourrait dire que on les connaît, on pourrait dire que maintenant on les maîtrise, et en fait écrire une bonne histoire qui suive ce schéma, qui le rende organique, c'est en rien facile. C'est extrêmement dur d'écrire un scénario. Je vous parle d'expérience. Écrire un scénario de film, écrire un bon scénario de film, c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que le simple fait de suivre des recettes ne garantit en rien que le scénario sera organique. Et là, si vous avez suivi ma dernière vidéo sur Bergson, vous allez voir un petit fil conducteur. Le scénario de film doit être organique. Il doit être vécu comme quelque chose d'un parcours de vie. Pas comme une série de coïncidences qui sont placées de manière à ce que le héros fasse tous les choix qu'on veut qu'il fasse pour l'amener exactement là où on veut. Et qu'on voit du coup la patte de l'écrivain, la patte du scénariste dans cette histoire. Il faut qu'on voit l'histoire comme si c'était une vraie histoire, enfin, tout simplement, que c'est quelque chose qui pourrait se passer dans la vie, qui se passerait de cette manière-là. Bien que se situant dans un univers fictif, il faut que l'univers soit suffisamment crédible pour qu'on croie et ce qu'on appelle en anglais suspension of disbelief, c'est-à-dire qu'on accepte de mettre de côté les invraisemblances potentielles de cet univers et rentrer dans l'histoire et embrasser le parcours du héros comme si c'était le nôtre. Du coup... Que dire ? Du coup, le scénariste a pour mission de
je dirais, de faire oublier que toutes ces étapes que j'ai citées, par exemple, sont des étapes obligatoires. Il doit avoir pour mission de les masquer, il va avoir pour mission de les rendre presque invisibles. Et pourquoi invisibles ? Parce qu'elles se trouvent dans une forme de logique du parcours du héros, étant donné les règles de cet univers. Il est très très important quand on écrit un scénario de faire ressentir au spectateur que tout ce qui se passe de manière absolument logique. Que finalement, si Luke Skywalker découvre Obi-Wan Kenobi qui était un ami de son père, il est logique qu'il va souhaiter le suivre. Alors dans le film, Luke décide de le suivre parce qu'il n'a plus aucun choix en fait. Parce que son oncle et sa tante sont fait abattre, pourquoi en fait ça a été fait comme ça, parce que s'il avait décidé de suivre Obi-Wan Kenobi directement, il n'aurait pas de motivation à le faire, et en fait, il aurait une motivation disons positive, mais là ça lui donne une motivation négative de survie en fait, c'est-à-dire qu'il est obligé de partir parce qu'il voit qu'il est en danger de mort s'il reste sur Tatooine. Mais tout ça se déroule de manière assez logique par rapport aux événements. Étant donné que Luke a trouvé les droïdes qui sont recherchés par l'Empire de manière aléatoire, il se trouve que c'est un pur hasard, et donc une coïncidence avantageuse pour l'écrivain, mais à partir de là, il est logique que l'oncle et la tante de Luke, qui ont donc eu entre leurs mains les droïdes, seront les victimes, selon les victimes des forces impériales qui sont à la recherche des droïdes, etc., etc. Et du coup, que Luke sera amené à quitter Tatooine pour se rendre sur Alderaan. Star Wars, à ce niveau-là, est vraiment c'est très probablement un des meilleurs scénarios de film jamais écrits. Pourquoi c'est un des meilleurs scénarios de film jamais écrits ? Parce que, là encore, on a toutes les étapes du parcours du héros, mais dans une manière qui n'avait jamais été vue auparavant, en fait, et qu'on a réussi à lisser de manière à rendre l'objet de manière organique, de manière acceptable et crédible. Et surtout avec assez peu d'éléments, c'est-à-dire qu'avec assez peu de personnages, avec assez peu de lieux, on arrive à nous faire ressentir un univers, à nous donner, parce que finalement le cinéma c'est aussi un théâtre d'illusion, c'est-à-dire que vous ne voyez que cette image à l'écran, mais il faut que derrière cette image vous ayez la sensation qu'il y a quelque chose, il y a une réalité, il y a un univers qui se déploie. Et que c'est pas juste une image, c'est pas juste un personnage. Et donc les meilleurs films, souvent, ce sont les films qui arrivent à faire ressentir l'espace derrière, mais avec assez peu de personnages et avec assez peu de lieux. Des mauvais films, souvent, c'est des films qui sont obligés de nous donner beaucoup pour faire ressentir au final assez peu. C'est la montagne qui accouche d'une souris. Il y a une économie du film qui est aussi intéressante à avoir regardé. Et quand on écrit un scénario de film, le problème c'est que ce que j'ai remarqué et ce que je peux vous dire, c'est que souvent on ne sait pas l'histoire qu'on va écrire en fait. C'est-à-dire qu'on a une idée de thématique. On commence souvent par une thématique. On se dit voilà, je veux un film en gros qui se passe à peu près dans cet univers et je veux qu'en gros il se passe ça. Donc on a une espèce de concept et on a une thématique. Mais ça c'est pas un scénario ça. Ça c'est même pas un début d'histoire. Donc il faut qu'à partir de cette thématique on ouvre. C'est-à-dire c'est comme si on décortiquait un fruit pour aller chercher vraiment la chair. Et en fait, pour ça, il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'on se met devant l'ordi avec un peu de musique et on essaie de se mettre un peu en écriture automatique et de voir qu'est-ce que la thématique elle implique comme événement possible. Et puis du coup, on tire et puis on tire un peu le fil et on arrive à peut-être un début d'histoire, peut-être un début de relation qui vont correspondre à cette thématique, qui vont la mettre en valeur. Et etc. Et après, on va commencer à trouver des personnages. Alors on va dire ok, je veux qu'il y ait ce personnage-là et ce personnage-là, et puis ils vont entrer en relation, et puis ils vont se dire telle et telle chose. Et du coup, voilà, on n'a pas encore une histoire là. C'est-à-dire qu'on a des personnages, on a un lieu, on a une thématique, on a une dynamique, mais il faut encore et c'est peut-être le plus dur en fait, c'est de mettre en ordre les différents événements du film dans le bon ordre et avec la bonne configuration pour qu'ils soient considérés comme crédibles et qu'ils expliquent l'histoire au fur et à mesure qu'on avance. Dans un film, on n'a pas le loisir d'exposer l'histoire. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est pareil dans
tout médium, je pense. On peut pas arriver... alors Star Wars le fait, mais bon, normalement, c'est assez malvenu d'expliquer le film au spectateur directement au début du film en disant voilà, l'univers c'est ça, les enjeux c'est ça, allez, maintenant on rentre dans l'histoire, tu vois. Non, il faut que ce soit fait de manière organique, il faut qu'on soit directement dans l'action et que à travers l'action on comprenne, ah d'accord, lui il veut ça, les objectifs de notre héros c'est ça, et du coup les obstacles principaux vont être lui et lui et lui, et ça et ça et ça. Et par conséquent, il faut organiser les événements pour que ce soit compréhensible pour un spectateur qui rentre dans le film, de se dire ah oui d'accord, ok, on est dans une bataille, je vois bien, ok, donc c'est la bataille de tel peuple contre tel peuple, très bien. Je vois à peu près que ce tel peuple a l'air plutôt gentil, tel peuple a l'air plutôt méchant parce que l'imagerie me le dit, ou parce que les actions des uns et des autres me le donnent. Donc j'arrive à me repérer, d'accord, et ok. Et puis à partir de là, on va lui donner d'autres événements à travers lesquels il va pouvoir rentrer plus en détail dans l'histoire du héros et en apprendre de plus en plus sur cet univers. Et donc comme ça, et donc le problème c'est que, ce que je voulais dire c'est que on sait pas vraiment quelle histoire on va écrire avant de l'avoir écrit souvent, c'est-à-dire qu'on écrit 30 pages et puis après on se dit non mais en fait l'histoire vraiment que je voulais raconter c'est celle-là, ou l'histoire de ce film c'est celle-là, c'est l'histoire qui paraît, on va dire entre plusieurs choix d'histoire, c'est celle c'est celui qui est le plus cohérent, le choix le plus cohérent, je dirais le plus plein, le plus entier de toutes les possibilités d'histoire qu'on pourrait avoir en racontant. Et donc après on extrait cette histoire-là et puis on essaie de la raconter, et puis là il commence un travail un peu d'équilibriste, un peu plus de composition, où vraiment il s'agit de mettre en ordre les différents éléments du film, s'assurer qu'il n'y ait pas d'incohérence, s'assurer que ça fasse pas cliché, s'assurer que... etc. Et pour pas que ça fasse cliché, justement, et c'est là, je pense, un des points les plus importants de ce travail, c'est qu'en fait, il faut remuer. C'est comme une soupe qu'on remue, et à un moment donné, ça prend, quoi. C'est-à-dire qu'au début, les dialogues sont un peu téléphonés, les dialogues sont un peu très prévisibles, on voit très bien, et puis, en fait, plus on réécrit, plus on finit par trouver la voix des personnages, la voix propre de chaque personnage, et plus les dialogues sont fluides, parce que... Pourquoi ils sont fluides ? Ils sont pas fluides magiquement, ils sont fluides en fait parce qu'on a compris la dynamique interne du dialogue, ce que ça devait être, et donc on est capable de mettre les bons jalons dans le mini parcours qu'implique ce dialogue pour faire ressortir quelque chose qui paraît naturel en fait. Mais pour que la chose soit naturelle, il faut commencer par écrire un scénario qui soit pas naturel en fait. Et c'est en fait en retravaillant qu'on arrive à cette espèce de sculpture qui paraît que sortie des eaux, sortie des eaux tout en armes, alors qu'en fait non, c'est le fruit d'un travail acharné à essayer de comprendre de mieux en mieux qui sont ces personnages, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, pourquoi quand je mets telle pièce, tel bout de dialogue dans la bouche d'un personnage ça marche pas, comment je pourrais lui faire dire la même chose mais de manière qui soit cohérente pour lui. Et en fait, voilà, on explore comme ça. Il n'y a pas vraiment d'art du dialogue. D'ailleurs, un film qui a des très très bons dialogues, souvent, je veux dire, il y a des très très bons dialoguistes comme Aaron Sorkin, mais je pense que vraiment fondamentalement, ce qui fait l'art du dialogue, c'est pas le dialogue justement. Ce qui fait l'art du dialogue, c'est la compréhension intime des personnages, de leurs états intérieurs, et de pourquoi ils se trouvent là et qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir. Et chaque dialogue d'ailleurs est toujours compris comme un mini-film en soi, un mini-arc. C'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin. Ça commence d'une manière où les personnages sont dans une relation X, et puis il va y avoir un élément perturbateur, et puis à la fin, ils seront dans une relation Y. C'est-à-dire que leur relation aura changé parce qu'ils auront par exemple appris quelque chose l'un de l'autre, et que du coup ça les aura changés, du coup voilà, le dialogue aura fait basculer leur relation. Voilà, ça c'est un bon dialogue. Il n'y a pas besoin de se poser un milliard de questions sur le mot précis qu'on utilise, ou ça c'est un peu je dirais c'est du détail ça. Mais ce qui fait fondamentalement qu'un dialogue est un bon dialogue, c'est la même chose en fait qui fait qu'un film est un bon film. Donc plutôt qu'un scénario est un bon scénario. C'est-à-dire qu'on a bien été capable de mettre en scène les différents éléments d'un conflit.
Et ça m'amène peut-être d'ailleurs à un autre point, c'est-à-dire à quel point le conflit est un élément important des films. Normalement, pas toujours, mais en général, on va dire dans 80% des cas, une bonne scène de film, c'est une scène qui expose un conflit avec son début, son milieu et sa résolution. Ou pas, d'ailleurs. Parfois, le conflit n'est pas résolu, il est même intensifié à la fin de la scène. Il est souvent, pas toujours, mais il est souvent recommandé de mettre du conflit. Quand on ne sait pas vraiment, quand une scène paraît un peu nulle, on met du conflit, quoi. On dit qu'est-ce qui pourrait intensifier l'enjeu de la scène. En fait, c'est même peut-être même pas le conflit, mais l'enjeu en tout cas de la scène. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un film qui paraîtra pas ennuyeux, parce que chaque partie de ce film-là sera l'enjeu d'un conflit et qu'il s'agira de résoudre, et c'est ça qui fait que les spectateurs vont regarder, ils vont se demander comment ça va se terminer, quoi, parce qu'ils voient l'enjeu ils comprennent clairement et intuitivement que ce qu'on leur montre à l'écran, c'est une forme de bataille rangée et dont on cherche à trouver le vainqueur. C'est pas toujours comme ça. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas toujours comme ça. Il y a des films qui marchent très bien sans suivre cette recette. Mais en général, ça marche. Voilà, si c'est bien fait, ça marche. Je vois beaucoup de gens qui sortent d'un film souvent en disant c'était pas un film mauvais, mais le scénario, vraiment, quel mauvais scénario, tu vois. Et à se demander, mais comment on peut écrire un scénario aussi bête ou des choses comme ça, vous voyez, genre. Alors, si on fréquente des gens un peu snobs, mais même sans fréquenter des gens particulièrement snobs, c'est assez fréquent de sortir de la salle de cinéma et se dire vraiment le scénario, mauvais scénario, comment il n'y a pas quelqu'un qui a pu leur dire que telle chose était complètement incohérente dans le système de ce film. Eh bien, en fait, la réponse à ça, c'est que il n'est pas impossible que le film n'ait pas été écrit d'une traite par le même scénariste du début à la fin, qui a eu 3 à 6 mois seul, tranquille, pour travailler sur le film, et qui a rendu le scénario, et qu'on a dit c'était très bien, bravo, voilà de l'argent, et on prend le scénario, on va le tourner tel quel. Ça se passe jamais comme ça. Ça se passe absolument jamais comme ça, un film. Le scénario, déjà, on le donne à quelqu'un, il a à le faire, donc il le fait, il essaie de faire un truc par rapport à ce qu'on lui a dit. Parfois, on lui dit des choses qui sont incohérentes d'ailleurs, parce qu'il va y avoir un producteur qui va avoir une vision du film assez particulière, mais un réalisateur qui va avoir une autre vision du film. Donc le scénariste va être pris un peu entre ces deux feux. Il va écrire quelque chose qui va essayer de rendre le plus cohérent possible, et parfois, il n'a pas le temps. Il va rendre, ça va pas être bon, donc on va prendre un autre scénariste qui va prendre le scénario, qui va le charcuter, qui va le refaire à sa manière, ça va être pire probablement. Et puis et voilà, et on recommence, et puis on arrive à ces monstres de Frankenstein que sont les mauvais scénarios. Croire que derrière un mauvais scénario, il y a forcément un mauvais scénariste, c'est pas très juste, et c'est souvent pas vrai. Le scénariste, en général, le scénariste est assez compétent, il connaît les règles du cinéma, il sait ce que c'est qu'un bon scénario, il sait faire la différence entre un bon et un mauvais scénario, il sait aussi, probablement il sait aussi quand est-ce qu'il a écrit de la merde, mais un scénariste, à la fin des fins, c'est un employé. Donc il fait ce qu'on lui demande. Un film, c'est une œuvre collective. Il y a plusieurs mains qui sont mises dans le matériau, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Assez souvent pour le pire. Voir un bon film éclore, c'est quand même un moment de grâce. Enfin, je pense qu'il y a une certaine grâce qui tombe sur l'équipe quand on arrive à trouver l'équipe qui arrive un peu au bon moment, au bon endroit, qui se réunit au bon moment, au bon endroit pour arriver à converger vers une même vision d'un film. Tant est complexe la réalisation de toutes les parties qui constituent un long métrage. Du coup, voilà, au début, quand je regardais des films, j'avais tendance à être très critique. Je repartais en disant « Ouais, mais ça aurait pu être mieux, et puis ça, si ça avait été comme ça aurait été mieux, etc. etc. » Et en fait, plus j'ai fait de films, et plus j'en ai écrit, et moins j'étais critique, en fait. C'est assez rigolo, parce que je sais pas si c'est le fait d'avoir mûri ou je sais pas quoi, mais en fait, on se rend compte à quel point faire un bon film, c'est extrêmement dur. Et en fait, de voir un mauvais film, c'est plus forcément... Bon, il y a des mauvais films qui sont extrêmement énervants, mais voir un mauvais film n'est plus nécessairement une mauvaise expérience. C'est pas parce que c'est un mauvais film que ça devient une mauvaise expérience. Parce que... parce qu'on voit le mauvais film et on dit « Ouais, ok, c'est mauvais. » Mais bon, faire un bon film, c'est extrêmement dur. Donc, j'ai payé, j'ai payé, quoi. Alors, en tant que consommateur, si on est en mode full consommateur, on va arriver, on va dire, j'ai payé 10 balles, 15 balles, 20 balles, j'ai un mauvais film, je suis pas content.
C'est fair, hein, tu vois, mais le truc, c'est quand on est un petit peu professionnel là-dedans, on se dit, bah ouais, c'est un mauvais film, bah dommage. Dommage, c'est raté, mais après, bah, on se souvient plus souvent d'ailleurs des bons points du film. C'est-à-dire que on pardonne, on est prêt à pardonner beaucoup de choses à un mauvais film. Euh, Tant qu'on trouve la pépite, peut-être le petit bout de dialogue, le petit bout de scène qui convient et qui on se dit ah ça c'est génial, si tout le film avait été comme ça aurait été fantastique. On cherche un peu plus des choses comme ça, plus qu'à critiquer parce qu'on se rend bien compte que non, c'est vraiment d'une difficulté. Moi je peux vous dire que écrire un bon scénario, bah, c'est d'une difficulté extrême et c'est même pas que c'est d'une difficulté extrême, c'est que ça demande de pousser cet univers qu'on crée à un point presque d'insanité en fait. On en arrive presque là parfois. On est à la limite de la folie tant on passe de temps dans cet univers en boucle et à se répéter cette histoire en boucle parce que c'est ça écrire un scénario en fait. On a l'histoire en tête et on se la répète dans la tête pour essayer de voir comment la faire du mieux possible. Donc on se répète la même histoire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça rend fou, ça rend absolument fou quoi. Et du coup voilà, il y a des écrivains, je pense, qui arrivent à voilà, être hyper détachés de ça, hein, mais je suis pas sûr que ce soit les meilleurs. Et puis ça demande, ouais, pour écrire vraiment une bonne histoire, ça demande une compréhension parfaite de l'univers qu'on essaie de créer. Et ça, ça demande une abnégation qui confine à la folie. Donc bon, voilà, on pardonne quand même aux films quand ils sont mal écrits ou mal faits, mal interprétés, etc. Parce qu'on comprend un peu toute cette mécanique qui vient se mettre en travers de la route du créateur. Enfin, un film n'est pas comme cette vidéo par exemple, une espèce de jet unique sorti de la bouche d'un créateur et qui va être mis sur la table du client et le client va le regarder, il va apprécier ou va pas apprécier. Ça marche pas comme ça. C'est pas ça un film. C'est pas ça un film. Il peut se passer tellement de choses qui peuvent pourrir un film. Il peut se passer tellement de choses. On serait surpris. On serait surpris à quel point un bon film c'est un miracle. Un bon film c'est un petit miracle en son genre. Du coup, ouais, du coup, voilà, je sais pas si je vous ai appris des choses, si je vous ai donné plus de confusion qu'autre chose, mais en tout cas voilà, c'est ce genre de, je pense que c'est quand même assez intéressant de parler ça parce que on vit dans un monde saturé d'histoires. Je veux dire, même ceux d'entre nous qui regardent pas de films, vous regardez des séries, je sais que tout le monde regarde Netflix, c'est hallucinant, des gens de 70 ans regardent Netflix. Donc on est sursaturé d'histoires, mais on sait pas forcément les interpréter, on sait pas forcément les lire de manière je dirais informée quoi. Donc je pense que c'est important quand même d'avoir une compréhension, ne serait-ce que modeste, de la mécanique des images, de savoir quel est le chemin par lequel il faut passer pour arriver à produire ces images et à faire en sorte qu'elles soient, comment on dit en français, compelling, qu'elles attirent l'œil et l'esprit. Mais ouais, il y a vraiment un truc, moi, qui me rend fou à chaque fois, c'est le déni de la mise en scène, en fait. C'est à quel point les gens ignorent, les amateurs ignorent complètement à quel point le cœur du film, c'est la mise en scène. Sans mise en scène, il n'y a pas de film. Sans mise en scène, il n'y a pas de film. La mise en scène, qu'est-ce que c'est que la mise en scène ? La mise en scène, c'est ce qui fait que c'est le choix d'avoir mis les personnages dans un certain lieu, c'est le choix de mettre la caméra à tel endroit, de faire durer le plan tant de temps, pour ensuite... Bon, alors là, j'inclus du coup le montage aussi, mais je pense que le montage fait aussi partie de la mise en scène, c'est-à-dire que c'est pas juste la mise en scène dans l'espace du film, c'est la mise en scène aussi des images entre elles, la mise en scène des images entre elles pour donner au spectateur une suite d'images qui va lui raconter une histoire. Et ça, c'est fondamental. Un mauvais scénario peut parfaitement être rattrapé par une mise en scène de génie. Par contre, un scénario génial avec une mise en scène nulle, ça sera un film médiocre. Ça sera un film absolument médiocre. Et insatisfaisant. Et peut-être même plus insatisfaisant que l'inverse, d'ailleurs. Et pourquoi ? Parce que la mise en scène raconte de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans le scénario, ok ? Donc ça, c'est le dialogue. Souvent, c'est juste le dialogue, l'action, ok ? Ce que les personnages font et ce que les personnages disent.
Mais après, la mise en scène, elle peut rajouter des choses. Par exemple, elle peut vous faire un plan de caméra sur 2 personnages pour vous appuyer un élément de leur relation. Par exemple, ouais, je sais pas. Ouais, je pas d'exemple. De toute façon, je pense qu'on on voit assez bien. Mais exemple bateau, ouais, c'est un personnage qui serait présenté comme étant plus ou moins coupé en 2. C'est-à-dire qu'il y aurait une partie de lui qui serait dans le noir et une partie de lui qui sont à la lumière. Bah, c'est une manière d'exprimer la dualité du personnage, par exemple. Oui, bon, ça c'est un exemple à la con, tu vois, mais il y a plein de manières, avec la lumière, avec le placement de la caméra et avec le montage, de raconter une histoire par-dessus l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est quand justement la mise en scène, elle ne fait pas que raconter ce qui est déjà dans le scénario, mais qu'elle nous raconte une autre histoire en parallèle, et qui va nous permettre de dire ah tiens, ah d'accord, ce truc là, tu vois, genre qui va nous donner un autre éclairage en fait sur cette histoire là. Et c'est pareil un peu avec la musique, c'est-à-dire que j'étais allé à un moment à une session de musique, une espèce de conférence sur les musiques de films et de musique de séries, et on nous avait donné un exemple de musique. En gros, bon, c'était la même scène, et puis avec une musique triste et avec une musique moins triste, ou un truc comme ça, je sais pas. Et en fait, j'avais eu envie de dire, c'est marrant parce que la musique que vous me mettez là, elle raconte exactement la même histoire que ce qui se passe à l'écran. Et du coup, c'est chiant. Et du coup, ça sert à rien. Enfin, vous ne faites qu'appuyer ce qu'on voit déjà. Donc, à quoi ça sert ? Là, ce qui est intéressant, c'est que la musique, elle donne une autre coloration à l'histoire. Parce qu'elle elle raconte autre chose. Il ne s'agit pas qu'elle raconte l'inverse, évidemment. Vous n'allez pas mettre une musique de cirque sur un passage triste. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre une musique, je veux dire, uniformément triste. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être une musique romantique, ça peut être une musique épique dans la tristesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent se passer pour donner de la couleur, pour donner de la rondeur et pour donner de la... J'allais dire de l'onctuosité. Non, c'est pas de l'onctuosité. pour donner du corps en fait à cette image que vous donnez. Et ben c'est pareil pour la mise en scène. La mise en scène, elle a un scénario, et puis il faut que le scénario elle le raconte d'une manière qui soit efficace et qui ne fasse pas que mettre 2 personnages devant une putain de caméra et dire voilà, action, le personnage 1 parle au personnage 2, ok c'est bon, la scène est terminée. Non, il faut que le mouvement de caméra raconte l'histoire, il faut que la lumière raconte l'histoire, il faut que le choix des couleurs raconte l'histoire, il faut que le placement des personnages et comment ils vont se déplacer par rapport à l'image, il faut que ça raconte une histoire. Il faut que la musique raconte une histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Faire un film, c'est pas juste moi j'ai vu tellement d'amateurs comme ça, c'est horrible de voir autant de gens, même des gens qui s'intéressent au cinéma, et quand ils font un court-métrage, voilà, ils se disent bon bah j'ai une scène de dialogue. Je vous jure, ils mettent personnage 1, personnage 2, l'un en face de l'autre, ils mettent la caméra, ils tournent, et voilà, et c'est leur mise en scène. Je me dis, mais connard, enfin, t'as rien fait là, c'est nul. Si le but c'est de faire de l'art, va vendre de la choucroute, quoi, ce sera plus efficace, quoi. Et il y a vraiment cette recherche à avoir de raconter une histoire, mais sur toutes les dimensions possibles que nous donne le médium. Le cinéma, c'est quand même un art assez intéressant, assez unique, qui se rapproche de la conception wagnérienne de l'art total, en ce sens que y a de la musique, il y a de l'histoire, il y a de l'image, il y a de la couleur, il y a de la lumière, il y a beaucoup de dimensions différentes quand même. C'est une expérience assez multisensorielle. Donc il faut en profiter de ça. Il faut donner le maximum qu'un cinéaste peut donner à ce niveau-là. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. Je referai peut-être une vidéo là-dessus si je pense que j'ai d'autres choses à dire. Mais dans l'entretemps, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine. Allez les amis, salut et ciao.